Marianne, qui va nous parler donc comme elle le disait, elle va nous parler de l'occitan et je vais lire le titre exact de sa communication. Donc elle va nous présenter le projet transfrontalier Pyrénées Langues. Donc c'est multilinguisme et enseignement des langues minoritaires des Pyrénées. Et Marianne Chateau-Renaud fait partie de l'université de Bordeaux. Donc c'est juste à côté de chez nous, mais on est très heureuse de l'accueillir à la MSH aujourd'hui. Et donc je vous laisse avec la présentation de Marianne. Bon, Adichat à toutes, Belcoensa. Donc, pour commencer, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à ce workshop qui, effectivement, fait émerger des thèmes de recherche qui sont particulièrement intéressants et qui sont au cœur de mes préoccupations aussi, c'est-à-dire la sociolinguistique des langues minorisées et la sociodidactique également. Donc, je vais vous parler d'un projet qui est en cours, donc je ne vais pas pouvoir vous livrer beaucoup de résultats encore, je vais plutôt vous exposer notre démarche et les projets antérieurs qui nous ont amenés à celui-là. Mais ça me permettra de vous présenter le contexte un peu de l'enseignement de l'occitan, dans notre académie en tout cas, et d'évoquer rapidement les autres contextes, c'est-à-dire celui du basque et de l'aragonais. Alors, j'espère que nos collègues brésiliens voudront bien pardonner les fautes de langue qui pourraient apparaître sur les diapos, parce que je ne suis pas du tout spécialiste, donc j'ai essayé de faire une traduction, mais voilà, j'ai bien conscience des limites de cette traduction. Donc, je ferai une petite introduction avant de faire un focus vraiment sur l'état de l'enseignement de l'occitan aujourd'hui dans l'Académie de Bordeaux. Je vous présenterai le projet Euskok, qui était le projet précédent, avant d'arriver au projet Pyrénées Langues et avant de conclure. Donc, pour faire le lien avec la présentation de notre collègue de Rouen, bien sûr, la transmission des langues minorisées est un thème central. Et ces langues minorisées peuvent être des langues en danger, on l'a vu. C'est aujourd'hui probablement le cas de l'occitan. En tout cas, c'est ce qui émerge des dernières recherches. Vous pourrez trouver par exemple un article de l'Observatoire du plurilinguisme et qui fait le point sur l'état de la situation de la langue. Et effectivement, il se trouve que le nombre de locuteurs qui a été évalué par l'enquête de l'OPLO en 2020, donc de l'Office public de la langue occitane, dénombrait environ 7% de locuteurs. La transmission intergénérationnelle, intrafamiliale, reste très très faible. Elle est peu pratiquée pour des raisons multiples qui sont liées probablement aussi à un contexte impacté par une vision très coloniale de l'enseignement et de la langue majoritaire et par le statut de l'occitan qui, vous le savez, comme les autres langues de France, n'a pas de statut officiel puisque seul le français est langue de la République. Donc cette question du statut impacte fortement la transmission, y compris intragénérationnelle et depuis déjà longtemps. Et aujourd'hui, on peut constater que c'est surtout le contexte scolaire qui assure la transmission de la langue. Et ce contexte scolaire, on va le voir de près bientôt, présente des points très positifs qu'on verra aussi et sur lesquels je veux insister, mais en termes de nombre d'élèves impactés, reste très faible. Puisque, alors je n'ai pas voulu compter exactement, vous pourrez peut-être m'aider à le faire tout à l'heure, mais ça touche moins de 5% de la population globale scolaire de notre académie. Donc, effectivement, cette question de la transmission et de la place qu'on accorde à la transmission dans le système scolaire est centrale. Alors, ce projet Pyrénées Langues va s'intéresser à la situation des langues des Pyrénées occidentales, alors l'aragonais, qui lui aussi est considéré comme langue en danger dans les Pyrénées, qui est une langue un peu enseignée, mais assez peu finalement par rapport aux besoins de transmission, et le basque, mais le basque en Iparraldé, c'est-à-dire au Pays basque nord, dans la partie française,
qui peut se trouver en situation minorisée, même si la situation, effectivement, est différente. En revanche, on ne peut pas comparer avec la situation du basque en Égo-Aldé, Pays basque sud, où là, c'est une langue reconnue, enseignée, et qui se transmet quand même globalement beaucoup mieux que de l'autre côté des Pyrénées. Voilà, je pense qu'à terme, on pourrait aussi travailler sur la situation du catalan dans les Pyrénées-Orientales, c'est-à-dire vraiment du côté français, avec cette question du statut des langues qui impacte vraiment très fort et la transmission intrafamiliale, mais également, bien sûr, la transmission scolaire. Je pense qu'à terme, on pourra montrer quand même qu'il y a un contexte très net. Donc, quelques données pour l'enseignement de l'occitan dans l'Académie de Bordeaux. Alors, je remercie notre inspecteur, M. Sarpoulet, et le rectorat qui a bien voulu me donner ces chiffres. Ce sont les chiffres qui ont été présentés en décembre 2024, donc ce sont les plus récents. Un point rapide sur les différentes modalités d'enseignement. Dans notre académie, l'occitan peut être enseigné soit dans un enseignement immersif, qui est souvent associatif et privé, c'est ce qu'on appelle les écoles calendrettes, où les élèves donc font la totalité de l'enseignement en occitan, sauf bien sûr des heures de français et des heures de langue étrangère, le cas échéant, après en primaire. L'enseignement bilingue à parité horaire, la moitié du temps en occitan, la moitié en français. Dans les écoles publiques, vous verrez, il y en a un certain nombre. Surtout dans l'enseignement primaire. En collège, cette formule est déjà moins répandue et en lycée, quasiment inexistante. Des sites d'enseignement renforcé où, dans des écoles, on peut faire 3 heures d'occitan dans la semaine, ce qui permet quand même d'acculturer les enfants. Et enfin, un enseignement optionnel, plutôt collège-lycée, où ils vont avoir 2 à 3 heures, vraiment dans le meilleur des cas, voilà, en lycée-collège. Les niveaux d'enseignement, alors, dans notre académie, ils sont tous couverts, donc ça, c'est quand même très positif. De la maternelle au primaire, au secondaire et dans l'enseignement supérieur, on trouve de l'occitan. Dans l'enseignement supérieur, 2 universités le proposent, l'université de Pau et des Pays de l'Adour, avec cette année 26 inscrits dans les options. Et à Bordeaux, ici, donc à l'université Bordeaux-Montaigne, on a 14 inscrits en langue médiévale, 22 inscrits en en littérature médiévale et en texte non littéraire 13. Et enfin à l'INSPE, qui est le centre de formation des enseignants, à l'Institut supérieur de l'enseignement et du professorat, ou du professorat et de l'éducation, on a 13 inscrits cette année. En formation continue, il y a aussi des inscrits, et je salue le travail qui est fait par l'OPLO et le CFPOC pour former des enseignants qui sont déjà en poste. Mais ça vous montre quand même un peu qu'en termes de nombre, c'est compliqué de pouvoir transmettre la langue dans le système scolaire, parce que le vivier d'élèves est limité, donc le vivier d'étudiants à l'université est limité, et dans ce vivier limité, il faut trouver un nombre de gens qui veulent bien enseigner. Or, aujourd'hui, dans toutes les disciplines, l'enseignement a peu le vent en poupe, et on cherche des enseignants. Donc, on les cherche d'autant plus. C'est pour ça que je vous engage, si vous avez envie d'enseigner l'occitan, à le faire. Nous avons besoin de vous. Alors, une carte que j'ai trouvée sur le site de l'Office public de la langue occitane, de l'OPLO, qui montre, alors dans 2 académies, il y a Bordeaux et Toulouse, et même Montpellier d'ailleurs, 3 académies, les sites d'enseignement de l'occitan. Donc effectivement, quand on regarde comme ça, on peut avoir l'impression que c'est assez couvert. Donc oui, il y a pas mal de sites qui proposent cet enseignement de l'occitan. Mais après, si on regarde les chiffres, donc vous voyez que par exemple, cette année, tout dispositif confondu pour le premier degré, c'est-à-dire les enfants qui sont scolarisés entre 3 et 10 ans, il y a, donc c'est la ligne orange, on compte environ
4281 élèves. C'est pas mal comme ça dans l'absolu. Et en fait, le nombre global d'élèves, c'est 254 974. Voilà. C'est quand on voit la proportion qu'on se rend compte quand même que la langue est transmise, oui, mais qu'il faudrait quand même un développement certain pour pouvoir assurer une transmission plus fiable, je dirais, à terme. Dans le second degré, dans l'enseignement public, on a 2562 élèves, collège et lycée confondus, sur 281 575. Alors, il y en a un peu dans l'enseignement privé associatif. Voilà, une cinquantaine, je pense. Dans l'enseignement privé confessionnel, il y en a 140. Mais vous voyez que ça fait un effectif réduit. Collège, qui est encore le niveau où on a pas mal d'inscrits, on a 2416 élèves sur 131 124. Et une des conclusions de mes recherches aussi depuis un certain temps, c'est que le niveau, je vais en reparler après, qui est là le plus finalement fragilisé, c'est celui du lycée, où on se retrouve avec 128 élèves sur 96 138. Voilà. Ce niveau du lycée est très fragilisé en raison de la réforme du lycée, de la concurrence entre les options, voilà, de tas de facteurs qui influent sur le recrutement des élèves dans ces sections ou dans ces options simplement. On bénéficie quand même d'un dispositif Enseignat qui est très intéressant où des enseignants peuvent être soutenus pour être financièrement, pour pouvoir enseigner. Donc ils peuvent quitter quelques mois leur poste pour être formés en occitan et après enseigner soit une discipline non linguistique, soit enseigner vraiment la langue occitane. Donc il y a des bénéficiaires, il y a des gens qui s'y intéressent et heureusement parce qu'effectivement ça permet de continuer de transmettre. Alors, 2 points principaux après ces années de recherche en sociolinguistique et en sociodidactique sur lesquels j'ai envie d'insister. Un point très positif que j'ai pu mettre en évidence avec ma collègue Argia Olsomendi, qui est maîtresse de conférence ici à Bordeaux-Montaigne en Basque et qui est au laboratoire ICARE. On a montré qu'il y avait un engagement très fort et une grande créativité des enseignants des langues minorisées. Alors, pour des raisons multiples, mais aussi parce qu'ils savent bien que la transmission de la langue dépend d'eux. C'est même peut-être une charge psychologique très lourde pour une partie des enseignants qui doivent recruter des élèves, les garder dans leur classe, les motiver pour qu'ils aient envie après eux-mêmes de pratiquer la langue. Dans des disciplines obligatoires, la question se pose beaucoup moins. Quand vous avez un public captif, évidemment, on peut faire des efforts pour faire un cours qui soit réussi et qui donne envie aux élèves de continuer, mais finalement, rien ne vous y oblige. En revanche, pour les enseignants de basque et d'occitan qu'on a pu rencontrer dans l'académie, avec les enquêtes qu'on a faites, on a montré que vraiment, c'est des gens qui s'investissaient beaucoup, qui accordaient beaucoup de temps à la relation à leurs élèves, et qui aussi proposaient des projets culturels souvent très créatifs et très riches pour lier langue et culture. Donc ça, c'est quand même une force importante. Donc on n'a pas beaucoup d'enseignants, pas beaucoup d'élèves, mais en tout cas, le travail qui est fait est un travail riche et intéressant. Et le deuxième point, celui sur lequel je pense qu'il faudrait travailler, c'est le fait que pendant longtemps, on a développé l'enseignement bilingue en primaire, ce qui a été très bien et ce qui est très positif, parce qu'effectivement, on peut former facilement des locuteurs. En revanche, on a des problèmes de continuité pédagogique, puisqu'au collège, ils ne peuvent pas forcément continuer ce bilinguisme. Ils se retrouvent parfois, et très souvent même, dans des classes où ils sont avec des gens qui commencent, donc qui sont en initiation presque à l'occitan. Donc ça pose des questions de décalage et de motivation au final des élèves.
Et le maillon qui est un peu manquant aujourd'hui, c'est celui du lycée. Or, historiquement, ce maillon du lycée, c'est peut-être celui qui a permis d'instaurer l'enseignement de l'occitan. Donc, si on fait un petit retour historique, vous savez qu'à partir de 1950, des années 50, la loi des Hickson autorise l'enseignement des langues minoritaires en France. Et peu à peu, dans les années 60-70, vont se mettre en place dans les établissements un enseignement de l'occitan. Alors au départ, ça peut être un atelier dans un coin de salle, un enseignant motivé, locuteur, va prendre en charge quelques élèves, leur donner envie de découvrir la langue, leur proposer quelques textes et puis finalement les proposer au baccalauréat. Donc c'était un peu informel. Ce caractère informel a quand même été très efficace pour donner une conscience linguistique à ces élèves. Peu à peu, une institutionnalisation s'est faite jour, puisqu'en 92, il y a un CAPES qui est créé. Des heures sont attribuées. Un fonctionnement, alors pas toujours facile dans les établissements, parce que nous aussi, comme ma collègue de Rouen le constate pour l'enseignement en Nouvelle-Calédonie ou dans les Vanuatu, chez nous aussi, il y a beaucoup de gens qui s'opposent encore à cet enseignement au quotidien, avec donc des conditions d'enseignement qui sont difficiles pour les collègues, avec des horaires pas toujours très porteurs. Et donc, bon, cet enseignement s'est institutionnalisé et finalement, aujourd'hui, avec le jeu de la réforme du lycée qui a fait perdre beaucoup de pouvoir aux options de langue, qui sont pas très bien traitées quand même dans le système scolaire français en général, et donc les langues minoritaires encore plus, on assiste à beaucoup de fermetures d'heures, beaucoup de fermetures de sections, et pourtant, je m'appuie sur les travaux d'Hélène Chariton qui a soutenu une thèse sur les élèves de basque. Donc il y a 2 ans, je crois, elle a soutenu cette thèse et qui a montré, à partir d'enquêtes faites dans un lycée basque à Bayonne, que c'est vraiment l'âge où il y a une conscience linguistique, culturelle qui apparaît. C'est au lycée. Alors en collège, on peut avoir des élèves qui sont contents de participer, mais parfois ils ont envie de changer d'options quand ils arrivent au lycée, ils grandissent, ils évoluent. Même au collège, ils ne gardent pas toujours l'option d'occitan parce que c'est foot ou occitan, théâtre ou occitan, latin ou occitan, comme si on n'avait pas le droit de faire de l'occitan et du théâtre et du foot. Voilà, mais le choix est tel que c'est comme ça. Donc au bout du bout, en lycée, il y a très peu d'élèves. Et pourtant, c'est à cet âge-là qu'ils pourraient vraiment prendre conscience et être un peu plus acteurs de leur pratique linguistique. Avant, finalement, c'est souvent le choix des parents. En primaire, c'est certain, en maternelle aussi. Donc, ce maillon du lycée me semble central et je pense qu'à terme, il faudra y réfléchir. Donc, vous l'avez vu, le contexte scolaire français, réforme, concurrence entre les options. L'hégémonie de l'anglais aussi est très forte dans le système scolaire. Puisque même en primaire, quand on veut faire de l'éveil aux langues, alors en primaire ou même en maternelle, souvent la réponse c'est on va faire de l'anglais. Voilà, c'est une hégémonie liée au statut international de la langue. Je vous apprends rien ici, je suppose. Donc en fait, on se retrouve avec un pourcentage faible d'élèves qui étudient l'occitan, par rapport au nombre global, on l'a vu. Et pourtant, on voit que ces élèves qui étudient l'occitan ont des atouts et on voit que leur relation aussi aux autres langues peut être particulièrement riche. La défense de la diversité linguistique est aussi un élément à prendre en compte et les propositions de cursus plurilingue pourraient être une piste de soutien de l'enseignement de ces langues. Parce que si on a le choix entre l'anglais et l'occitan, malheureusement, je constate que beaucoup de familles ne vont même pas se poser la question. Ce qui est normal au vu aussi des conditions d'utilisation de la langue. Donc, proposer des cursus plurilingues serait peut-être une solution. Et en tout cas, c'est un atout pour les élèves qui peuvent parfaitement apprendre des langues étrangères et s'approprier aussi la langue du territoire. C'est dans ce contexte
que nous nous interrogeons avec mes collègues sur donc le multilinguisme et les langues minoritaires dans les écoles des Pyrénées occidentales dans le cadre d'une approche transdisciplinaire. C'est notre projet Pyrénées-Langue. Alors, on avait un premier projet qui s'appelait Euskok, qui traitait de l'occitan et du basque chez les enseignants de l'Académie de Bordeaux. On avait fait ce projet en partenariat avec l'Université du Pays Basque, toujours dans le cadre de la structure Euskampus. Et on a pu recueillir des données quantitatives, qualitatives, aussi, avec une méthodologie d'enquête collaborative. Et ce projet nous a permis déjà d'avoir pas mal de données sur les conditions d'enseignement et les pratiques du plurilinguisme des enseignants. Ça a donné lieu à plusieurs journées d'études et à des articles que je vous proposerai à la fin de cette présentation. Alors, le projet Pyrénées-Langue est un peu différent du projet Euskok pour deux raisons. Parce que d'une part, nous l'avons ouvert à l'aragonais, qui est aussi une langue des Pyrénées et qui est dans une situation encore différente. C'est pas celle du basque dans l'Académie de Bordeaux, c'est pas celle de l'occitan, qui est une langue en fait dont le territoire en fait déborde largement notre académie. Et donc l'aragonais a des spécificités aussi. Nous travaillons donc avec l'Université de Bordeaux-Montaigne, l'Université du Pays Basque et l'Université de Saragosse, notamment avec notre collègue Iris Orosia Campos-Bandres, qui est vraiment spécialiste de l'enseignement de l'aragonais. Donc, ces trois langues. Le champ d'études, c'est toujours la sociolinguistique et la sociodidactique. Toujours une méthodologie exploratoire et collaborative. Et cette fois-ci, nous nous centrons vraiment sur les élèves et nous allons recueillir des données auprès des élèves. L'équipe est plurilingue et transdisciplinaire, c'est ce qui fait aussi l'intérêt. Il y a des psychologues, des anthropologues, de l'éducation bien sûr, des sociodidacticiens et des didacticiens d'ailleurs aussi tout court. Voilà, et nous avons aussi de l'aide de Paola qui nous aide dans ce projet pour collecter les données. Donc, pour le moment, pour l'occitan, on a une centaine de questionnaires qui ont été passés et des biographies langagières avec des élèves des trois filières, privé immersif, bilingue et de l'enseignement renforcé. On voit apparaître deux choses. Une attitude très favorable envers le plurilinguisme, qui est extrêmement développé, je dirais, dans le privé immersif, qui travaille beaucoup ces points, avec une intercompréhension des langues romanes et voilà, un lien à la romanité qui est très travaillé. Je vous donne des exemples. Alors, j'ai trouvé très intéressant de voir dans la présentation précédente une biographie linguistique avec un autoportrait des élèves. Alors, nous, on a travaillé plutôt à partir d'un dessin de plantes. Et donc, l'idée, c'est de montrer une plante. En bas, on voit les langues de la famille qui sont évoquées. Au milieu, les langues de l'école. Et au-dessus, les langues que les élèves aimeraient apprendre. Donc, on a pu collecter ces biographies pendant un festival à Saint-Pé-de-Lérin, où de nombreuses écoles viennent. Donc, c'était commode comme ça de pouvoir rencontrer tous ces élèves, de pouvoir les interviewer, de pouvoir faire des questionnaires. Maintenant, nous allons, alors pas tout de suite, mais la phase dans laquelle nous entrons actuellement dans notre projet de recherche, c'est l'analyse de ces biographies. On va essayer de voir quel nombre de langues étrangères est cité, quel ordre est donné, la place de l'occitan. Est-ce que l'occitan apparaît dans les familles ou est-ce qu'il apparaît seulement dans les langues de l'école ou dans les deux? Est-ce que le nom de la langue est le même? Parce que dans la famille, on peut dire gascon, à l'école on dit occitan, ou est-ce que papy dit patois, et nous on a marqué quand même patois, on a marqué occitan? Toutes ces questions se posent. Comment interpréter aussi les ornementations? Est-ce que c'est de l'expression personnelle? Est-ce que ça dit quelque chose du lien à la langue? Et évidemment, on va faire une corrélation avec les questionnaires aussi, et les réponses plus précises que les élèves ont pu donner. Donc ça, c'est le travail qu'on commence à faire maintenant. Donc pour conclure,
Donc nous sommes actuellement en phase de collecte de biographies langagières en Iparralde et en Aragon, puisque Paola, qui est ici présente, va en collecter très bientôt dans ce cadre-là. Il y a une phase de comparaison à venir et d'analyse de ces biographies avec une journée d'études qui aura lieu le 11 avril à Saint-Sébastien. Et d'ailleurs, je vous invite à venir nous retrouver pour voir l'avancement de ce projet. On aura 2 intervenantes, Sylvia Mello, qui est spécialiste du plurilinguisme, et Pascal Argot, qui est spécialiste des carnets de voyage en lien avec la biographie linguistique, donc qui abordera aussi la dimension artistique de ces réalisations. Voilà où nous en sommes actuellement. Et bien sur la question de la transmission qui est centrale et qui est que dans notre cas, quand les enseignants peuvent transmettre les langues, ils font leur maximum et cette transmission est intéressante, mais le système les laisse quand même globalement peu transmettre. Voilà. Et c'est là que il faut réfléchir à des solutions pour que nos langues puissent se transmettre et que les élèves puissent être à la fois très ancrés dans leur territoire et bien sûr ouverts sur le monde et connaître les langues étrangères. Ça ne doit pas être un choix, ça doit être une possibilité offerte. Voici quelques références bibliographiques des articles qui ont été produits en lien avec ces travaux dans le cadre donc, de Piren Lang et d'Euskog surtout. Voilà, avec Karine van der Worp, qui est notre collègue de l'UPV, qui travaille beaucoup sur le multilinguisme, et Elie Pérez-Issaguirre et Argia Olsomendi. Et je vous dis Merces en Utsita. On va ouvrir du coup les questions et les remarques de la salle. Est-ce que quelqu'un a une question, une remarque? Oui, je passe le micro. Et en ligne, n'hésitez pas, hein, si vous avez une question, une remarque, soit vous pouvez l'écrire dans le chat, sinon vous pouvez la poser directement en levant la main et comme ça on pourra le voir. Merci. Bonjour, Marissa Rotermentia, doctorante du collectif Réclame qui travaille aussi sur l'occitan. Donc merci beaucoup pour cette présentation. Alors j'ai peut-être raté un tout petit moment parce que j'étais en train de régler un truc, mais moi aussi je travaille avec des dessins d'enfants, donc du coup ce que vous faites m'intéresse beaucoup parce que je suis partie sur le terrain sur conseil de mon directeur de recherche qui en fait aussi, mais finalement j'ai trouvé très peu de choses sur les méthodologies d'utilisation de dessins d'enfants. Alors il se trouve qu'on a une doctorante ici qui travaille, qui fait des dessins, mais alors en contexte de design hospitalier, donc on a pu échanger un peu des articles, mais du coup ça pourra m'intéresser. Et la question de l'interprétation de l'ornementation, justement, c'est une grosse question. Comment est-ce qu'on interprète et du coup je voulais savoir si comment dire, dans quel contexte, enfin, comment s'étaient déroulés les dessins en fait? Est-ce que les chercheuses étaient présents ou est-ce que c'est les enseignants qui ont fait dessiner? Et du coup, est-ce que les enfants ont eu l'occasion de commenter les dessins eux-mêmes ou des choses comme ça en fait pour essayer d'avoir accès au sens du dessin à travers peut-être le discours? Oui, alors les dessins sont les chercheurs qui les ont collectés. Dans le meilleur des cas, parce qu'on a fait un premier test de notre questionnaire et de la méthodologie avant dans une classe de collège où là on a vraiment eu le temps de passer donc de travailler cette biographie linguistique. Ça va assez vite en fait, en une demi-heure maximum, hein. On leur montre un petit peu comment on pourrait faire et on les laisse travailler et ensuite on échange dessus. Et donc les élèves s'expriment sur leur lien à la langue, le lien aux langues des familles, leur connaissance de la langue, parce qu'effectivement, ils peuvent avoir une langue dans leur famille qu'ils font apparaître sur la biographie linguistique, mais qui pour autant ils ne pratiquent pas ou pas couramment. Donc tout ça, les élèves l'expriment sur le moment. Et ensuite, la plupart du temps, on passe le questionnaire, où là, c'est beaucoup plus détaillé. Et ça nous permet de faire le lien. La biographie linguistique pouvant apparaître au dos du questionnaire, ce qui nous permettra après de pouvoir corréler. Mais effectivement, il faut une méthodologie d'analyse, et c'est pour ça qu'on fait une journée spéciale là-dessus, avec Sylvia Mello, qui a aussi beaucoup travaillé sur les biographies linguistiques. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments,
Et l'ornementation, elle peut être interprétée de différentes façons. Oui, je suis assez d'accord pour un petit exemple de mon corpus, mais j'ai un élève par exemple qui m'avait représenté la langue occitane avec des buildings et un super héros, et heureusement que donc je lui ai dit qu'est-ce que tu as représenté. Il m'a dit c'est parce que pour moi la langue occitane c'est quelque chose de très connu, donc j'ai voulu, et donc en fait dans sa tête c'était l'occitan c'était Iron Man. Mais voilà, disons que sans la référence j'aurais pas pu, donc voilà. Mais après les fleurs là clairement, la consigne n'était pas la même, mais du coup, ça m'intéressera. Malheureusement, je ne pourrais pas assister à la journée, je donne cours, mais on en reparlera avec plaisir. Oui, voilà, après, il y a les chœurs, c'est-à-dire qu'il y a un niveau aussi d'expression graphique qui est en lien avec l'âge de l'enfant. C'est-à-dire que les petits vont dessiner des choses plus simples que quand on arrive en collège et qu'il y a des élèves qui aiment vraiment beaucoup dessiner, qui vont arriver à s'exprimer en dessinant, ils vont pouvoir dire plus de choses grâce à ce dessin-là. C'est pour ça qu'on commente après et qu'on continue avec le questionnaire. Ouais. Super, merci. Est-ce qu'on a d'autres réflexions ou questions? Oui. Oui, bonjour. Moi, j'avais juste une question par rapport au catalan. Comment ça se fait que c'est pas intégré dans le projet? Et j'ai l'impression que aussi le projet est circonscrit à l'Académie Nouvelle-Aquitaine. Il n'y a pas l'Occitanie dedans. Donc, c'était juste, ça me paraît intéressant d'intégrer tout l'espace pyrénéen. Oui, c'est vrai, moi aussi, ça me paraît intéressant. Mais en fait, ça se bâtit petit à petit. Et là, voilà, on intègre l'aragonais, mais peut-être qu'à terme, on pourra intégrer aussi le catalan. C'est surtout... voilà, le fait de pouvoir construire des projets de recherche au fil du temps. Et c'est vrai qu'aussi, on travaille dans le cadre du projet, de la structure transfrontalière EUSH Campus, qui fait travailler nos universités, celles de Bordeaux et l'UPV, ensemble. Mais après, on n'est pas du tout fermé. Je pense qu'à terme, on ira vers l'intégration catalan, mais ça se fait au fil du temps, en fait. Non, après, je pense on peut très bien déborder. Non, bien sûr. C'est juste que là, bon, pour le moment, on en est là. C'est déjà beaucoup. Mais à terme, oui, je pense, oui. Merci. Est-ce qu'on a une autre question ou réflexion? Oui. Valéria, je te passe le micro. Bonjour, Valéria Villa-Pérez, maîtresse de conférence ici à l'UBM, sociolinguistique et sociodidactique. Alors déjà, merci pour ta présentation. Moi, j'ai appris pas mal de choses. Je ne connaissais pas ces projets, je les trouve fort intéressants. J'ai une remarque et une question. Alors, la première remarque concerne l'ouverture que tu as évoquée sur le parcours plurilingue. Je pense que quelque part, dans un rapport de concurrence déloyale dans lequel elles se trouvent, les langues minorées, minorisées, dans l'enseignement et, comme tu l'as évoqué, dans cette contexte de fragilité de transmission, je pense que c'est la seule solution. Parce que sinon, sur le long terme, cette concurrence, si les parents peuvent choisir, ils choisissent l'anglais. Et quelque part, c'est compréhensible aussi dans une optique de continuité pédagogique, puisque bien tu sûr. Le dis à un certain moment, s'ils se disent qu'ils ne pourront pas continuer. Mais ce problème de la continuité pédagogique, ça se voit aussi pour le cas corse, là où ils sont en immersion en maternelle dans des écoles d'expérimentation. Et puis, ils poursuivent en primaire. Et puis, ça va se diluer au fil du temps. Donc, je pense que c'est un problème commun en d'autres langues. Donc, je pense que c'est... Et puis, je pense aussi que cette idée, je trouve qu'elle est très pertinente dans une optique éthique, de ne pas remplacer mon monolinguisme par un autre, mais d'ouvrir à cette diversité qu'on prône, mais de manière vraiment pratique. Ensuite, mon deuxième point est plutôt une question. Quel est le potentiel d'inclusion de l'occitan pour les enfants issus de l'immigration? Et est-ce que parmi les données que vous avez sur les apprenants qui choisissent cette langue, est-ce qu'il y a des enfants qui ont eu des parcours migratoires qui choisissent l'occitan? À ta connaissance? Alors, à ma connaissance, oui, il y en a. Il y a des écoles où il y a tout un travail aussi qui est fait sur l'inclusion, effectivement, des enfants qui pourraient être allophones ou qui arrivent d'ailleurs, oui. Mais j'ai pas de chiffres précis. J'ai des exemples épars
De travaux de recherche, à voir. Mais en tout cas, oui, d'exemples dans les classes, oui. Oui, d'exemples dans les classes, oui. Et pas seulement avec l'occitan, avec le basque aussi. Puisque j'avais une collègue là, avec qui j'avais travaillé pour le basque, Mayana Aguerre, qui était maîtresse du PE2A, et on a fait des travaux sur la littérature de jeunesse en basque dans des classes du PE2A. Et vous avez écrit? Ah oui, on a écrit, oui, il y a presque 10 ans. Oui, alors peut-être on en avait parlé. On avait fait un article, on a fait plusieurs articles, il y en a un dans Strenae, je crois, sur multilinguisme et accueil des allophones à partir d'une œuvre de jeunesse de Bernardo Achaga. Donc on a travaillé là-dessus, mais je n'ai pas de chiffres à te donner, tu vois, globaux, j'en ai pas. Mais j'ai des exemples dans des classes d'occitan où il y a beaucoup d'élèves qui peuvent être issus de l'immigration et qui trouvent en fait dans cette langue une ouverture à une altérité linguistique. Voilà, et ça, ils trouvent une respiration là-dedans, et il y en a beaucoup. Mais j'ai pas de chiffres exacts à donner. Ce serait une piste intéressante, oui, d'essayer de chiffrer ça au travers de nos questionnaires. Ouais. Et juste, en tout cas, moi, dans ma pratique, quand j'enseignais dans le secondaire, j'ai eu beaucoup d'élèves, par exemple, qui étaient de familles créoles aussi, et qui retrouvaient avec l'occitan, finalement, un univers parallèle peut-être, mais qui se sont plu beaucoup en occitan en venant de familles créoles. Ouais. Et de créoles divers, il y avait créoles plutôt caribéens ou créoles réunionnais, mais oui, il y en a eu plusieurs. Ouais. Oui, je reprends mon micro alors. Oui, je pensais surtout, je sais plus, je pense que c'est Marie qui m'avait parlé aussi du cas de certains enfants qui avaient eu des parcours migratoires, des trajectoires complexes, qui étaient parfois aussi passés par des pays dont l'Italie ou l'Espagne avant de venir ici, et qui donc, en choisissant l'occitan, ils retrouvaient une langue qu'ils comprenaient plus facilement, qu'ils pouvaient étudier plus facilement. Donc c'était aussi ces cas-là, je porte un projet à la message justement sur les pluimobilités, et c'était ces cas-là qui m'intéressaient également. Oui, mais c'est vrai qu'il y en a pas mal même. Ouais. Parce qu'il y a une romanité qui émerge quand même. Ouais. Merci. Merci.